Adeline Piet était une femme de 34 ans, habitant à quelques kilomètres de Saint-Malo. Alors que son mari Benoît signale sa disparition, personne ne croit à un départ précipité de la mère de famille pour changer de vie. Mais la vérité est totalement terrifiante. C'est la femme la plus importante de toute notre vie, quoi. Donc oui, c'est sûr, c'est long de pas savoir. Et moi, je voulais juste qu'on me dise ce qui est arrivé à ma maman, quoi. C'est tout, je voulais juste savoir ça. Le vendredi 9 juillet 2010, Arnaud quitte sa maison et laisse sa femme Mélanie enceinte et ses 2 enfants. Il ne rentrera jamais et sera retrouvé mort 2 jours plus tard. Comment expliquer ce meurtre soudain? L'enquête de police va s'accélérer lorsqu'à peine quelques semaines plus tard, un autre homme s'installe chez sa femme. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi il a été abattu comme ça. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que quelqu'un lui en voulait? En juin 2005, près de 40 000 jeunes s'apprêtent à faire la fête au Technival. Mathilde, 18 ans, est parmi eux, mais elle ne rentrera jamais chez elle et sera retrouvée morte, tuée à coups de couteau. La section de recherche de la gendarmerie de Rennes se livre alors à un véritable travail de fourmi pour faire avancer l'enquête. Près de 20 000 hommes présents lors de la manifestation vont être identifiés et plusieurs centaines de prélèvements génétiques sont effectués. Mais le meurtrier est-il réellement parmi eux? Il était en chasse, il la suivait. Comme un loup suit sa proie, c'est exactement ça. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire bouleversante d'une mère de famille nombreuse qui disparaît mystérieusement du jour au lendemain en laissant derrière elle 7 enfants. C'est la femme la plus importante de toute notre vie, quoi. Donc oui, c'est sûr, c'est long de pas savoir. Et moi, je voulais juste qu'on me dise ce qui est arrivé à ma maman, quoi. C'est tout, je voulais juste savoir ça. Nous sommes à quelques kilomètres de Saint-Malo, au mois de juillet 2006. C'est dans ce petit village de 1600 habitants, à la Gouenière, que vivent paisiblement Adeline et Benoît Piet, entourés de leurs nombreux enfants. Le couple Piet réside dans une maison assez modeste, une maison de la campagne qu'ils viennent d'acquérir. Ils vivent avec 7 enfants. Une famille nombreuse qui ne passe pas inaperçue dans ce petit village. On y croise souvent la maman de 34 ans qui se promène entourée des siens. Et ici, Adeline ne s'est pas fait que des amis. Je la connaissais parce qu'elle venait promener ses enfants dans le terrain. Hein, elle avait plusieurs enfants, mais elle les promenait dans le terrain presque tous les jours. Et elle avait un chien, un jeune chien. Ben. Et à chaque fois qu'elle venait promener ses enfants dans le terrain, le chien, il venait voir mes poules. Et donc il mangeait ses poules, quoi. Donc il jouait, quoi, le chien. Et sauf que le monsieur, il l'a pas pris à la rigolade comme nous, et ça lui a pas plu. Il a dû porter plainte, en fait. Donc maman devait se rendre à la gendarmerie pour cette affaire, quoi. Pour cette banale histoire de voisinage, Adeline est convoquée à la gendarmerie. Le 2 juillet 2006, les forces de l'ordre attendent donc la mère de famille pour répondre à ce dépôt de plainte. Ce jour-là, elle est attendue dans l'après-midi à la gendarmerie de Cancale. En fait, personne ne la verra ce jour-là, elle ne se rendra pas à la gendarmerie. Adeline n'arrivera jamais à la gendarmerie. Plus inquiétant, le soir venu, elle ne rentre pas au domicile familial. Cette maman s'est comme volatilisée. Personne ne sait où elle se trouve. Le lendemain matin, donc, Benoît Piet va téléphoner à la gendarmerie pour dire que sa femme a disparu, en tout cas qu'il est sans nouvelles d'Adeline depuis maintenant plus de 24 heures. Gwendoline, l'une des filles du couple, se souvient qu'à la maison, son père faisait tout pour rassurer ses frères et ses sœurs et ne pas laisser la panique les gagner.
Il montrait pas d'inquiétude, pour moi en tout cas. Que nous, il nous disait, ne vous inquiétez pas, elle va revenir, elle est juste partie, elle va revenir, elle avait besoin de prendre l'air. Alors, Adeline Piette avait-elle vraiment juste besoin de prendre l'air pendant quelques jours, loin de sa famille? Pourquoi cette maman aurait-elle abandonné ses enfants, sans prévenir personne? À la Gouénière, Adeline a maintenant disparu depuis 3 jours. Benoît Piette, son mari, se rend donc à la gendarmerie. L'homme est désespéré. Il explique qu'elle aurait abandonné le foyer familial pour un autre homme. Il veut que les gendarmes la retrouvent à tout prix. Benoît Piette, dans un premier temps, parle d'un soi-disant amant, d'une relation de voisinage avec qui Adeline Piette serait peut-être partie. En gros, Benoît Piette fait endosser le poids de cette disparition tout de suite à Adeline. Adeline aurait abandonné donc sa famille, ses enfants, pour partir avec cet homme qu'elle aime. Et pour étayer ses suspicions, Benoît Piette va montrer aux enquêteurs les preuves qu'Adeline serait partie avec un autre homme. Il trouve au domicile une carte postale signée par un certain Daniel qui lui fait une déclaration d'amour. Pour étayer en fait la thèse du départ volontaire de son épouse, Benoît va raconter aux gendarmes qu'Adeline a pris des cadres photos, des vêtements, bref des affaires personnelles dont elle aurait finalement besoin pour justement prendre le large et rejoindre son amant. Pour les gendarmes, rien d'inquiétant. Adeline est majeure et tout semble indiquer qu'il s'agirait d'un départ volontaire. Et en interrogeant le voisinage, ils vont avoir la certitude que la jeune femme ne serait pas partie très loin. Les gendarmes ne sont pas non plus très inquiets parce que finalement ils vont recueillir des témoignages. Alors vous avez principalement 2 témoignages. Le premier qui concerne un buraliste qui dit qu'il aurait vu effectivement passer Adeline quelques heures ou la veille en tout cas de sa disparition et donc a priori il n'y a pas lieu à s'inquiéter. Et puis vous avez également une voisine ou en tout cas quelqu'un du voisinage proche qui va dire qu'elle aurait vu en tout cas Adeline à l'arrêt de bus. Mais voilà, les semaines passent et sa famille est toujours sans nouvelles de la jeune femme. Pour les gendarmes, sa disparition est à présent considérée comme préoccupante. Ils procèdent alors à de nombreuses vérifications. Mais Adeline n'est pas chez des proches et personne ne lui connaît d'amant. Les investigations montrent que tous les endroits dans lesquels elle peut s'être rendue, aucune information ne leur est donnée, personne ne l'a aperçue. Donc c'est vrai que cet élément, l'absence de signes de vie d'Adeline, commence petit à petit à inquiéter les enquêteurs. Sans aucune trace de la jeune femme, les gendarmes ne croient plus du tout à la thèse du départ volontaire. À présent, ils envisagent le pire. Les gendarmes vont penser à toutes les hypothèses possibles et parmi les hypothèses, on va se poser la question de savoir si finalement Adeline n'aurait tout simplement pas été renversée parce qu'elle a l'habitude de se promener tard le soir, seule, pour réfléchir. Et les gendarmes vont se demander si Adeline n'a pas été renversée ou alors si tout simplement elle n'aurait pas rencontré quelqu'un qui aurait eu des mauvaises intentions et qu'elle aurait disparu dans ces circonstances. Des scénarios pour le moins inquiétants. Les gendarmes vont alors passer à la vitesse supérieure pour retrouver la trace d'Adeline. Des moyens énormes sont alors mis en place et ils vont explorer dans les moindres recoins le village et ses alentours. La route, le chemin qu'aurait soi-disant emprunté Adeline Piette sera fait par des gendarmes à pied également qui scruteront tous les fossés à la recherche vraiment du moindre indice. Des battues vont être organisées, on va aussi fouiller tous les points d'eau. C'est une enquête considérable, plusieurs dizaines de gendarmes vont être mobilisés pour retrouver Adeline, vivante d'ailleurs ou décédée. Malgré un déploiement considérable, Adeline Piette reste introuvable et les gendarmes n'ont pas l'ombre d'une piste. Pour les enfants du couple, la disparition devient de plus en plus alarmante. Chaque jour, ils espèrent se réveiller de ce cauchemar
et la voir pousser la porte de la maison. Tous les jours, on espère la croiser dans la rue, qu'elle soit là. C'était long, hein, parce que quand on vit comme ça et qu'on sait pas, c'est quand même notre mère, quoi. Enfin, c'est la femme la plus importante de toute notre vie, quoi. Donc oui, c'est sûr, c'est long de pas savoir. Et moi, je voulais juste qu'on me dise ce qui est arrivé à ma maman, quoi. C'est tout, je voulais juste savoir ça. Puis c'est tout, je voulais juste savoir ça. Tous, à présent, n'ont qu'une obsession, retrouver la jeune maman. Mais après 2 mois sans nouvelles, les chances de la voir revenir vivante s'amenuisent. Mais alors, qu'est-il arrivé à Adeline le 2 juillet 2006 ? Reverra-t-on un jour Adeline vivante ? À la Gouesnière, Adeline Piette n'a pas donné signe de vie depuis plus de 2 mois. En l'absence d'indices tangibles, les enquêteurs décident d'explorer la piste familiale. Et si la clé du mystère se cachait au sein même de la maison d'Adeline ? Le couple Piette, c'est un couple, je dirais, classique, qui a bien commencé sa vie de couple, justement, 5 enfants. Adeline était une personne qui focalisait beaucoup. Elle vivait que pour nous 7. Hein. C'était nous et rien d'autre. Hein. Mais les dernières grossesses d'Adeline ont mis à mal le couple. Benoît lui reproche de ne plus lui consacrer assez de temps. Peu à peu, le père de famille se referme sur lui-même et devient colérique. Benoît va reprocher à multiples reprises à son épouse de trop s'investir justement auprès de ses enfants et de ne pas s'occuper assez de son mari. Le couple va très mal et dans les derniers mois, Benoît Piette vit seul au sein de la maison. Il vit souvent retranché dans une pièce et il n'adresse pratiquement plus la parole à Adeline, si ce n'est pour s'engueuler. Nous sommes quelques semaines avant la disparition d'Adeline. Face à l'atmosphère oppressante qui règne au sein de la maison, la jeune mère prend une décision lourde de conséquences, lancer une procédure de divorce. Elle veut partir avec ses 7 enfants. Il faut savoir qu'elle a eu 2 enfants d'une union précédente et 5 enfants avec Benoît Piette. Et elle veut quitter ce foyer, quitter Benoît Piette et partir avec ses enfants, mais toujours avec ses enfants. À son avocat, Adeline déclare avoir peur des réactions de son mari, car depuis quelque temps, l'homme se montre violent. Elle m'a chargé de mettre en place une procédure de divorce pour faute contre son époux. À l'époque, elle vivait très mal sa vie à la maison, elle craignait pour sa sécurité, elle craignait pour ses enfants, puisque elle m'a fait savoir, et elle me l'a écrit par la suite, que son mari était violent. Face à ces déclarations troublantes, les enquêteurs décident d'interroger à nouveau les enfants du couple. Les enfants sont entendus et vont donner davantage de précisions sur la façon de vivre de Benoît Piette et confirment que celui-ci peut se montrer violent. C'est vrai qu'il n'y avait pas une bonne ambiance à la maison. On avait tous peur de lui. Dans ses paroles, il était très méchant et violent. Et il avait juste à nous regarder. Il avait un regard que j'oublierai jamais d'ailleurs. Et tout de suite, on avait peur parce qu'on savait qu'il fallait qu'on arrête de parler, qu'on arrête de faire ce qu'on faisait. Et sinon, on allait se prendre une roustée, quoi. Benoît Piette ne serait donc pas le bon père de famille qu'il laisse paraître. De plus, il sait qu'il doit quitter le domicile familial le 13 juillet sur ordre du juge. Furieux que sa femme le mette à la porte, il aurait pu vouloir commettre le pire. Plus le délai avançait, plus on arrivait aux 3 mois où il devait, donc l'expiration du délai pour partir, et plus il était, je dirais, inquiet, agressif. Il disait donc tous les jours, je dirais à chaque instant de la journée, je ne partirai pas. Les gendarmes commencent à douter de la sincérité de Benoît Piette. Ils vont alors discrètement intensifier leurs recherches
autour du domicile familial. Lors de son enquête, la gendarmerie survolera en hélicoptère la Gouinière, notamment la maison des Piettes. Là, elle distingue une bâche noire dans le jardin, qui peut laisser croire peut-être au pire déjà pour la gendarmerie. Une bâche noire, sous laquelle Benoît aurait très bien pu enterrer sa femme. Cette fois-ci, les gendarmes décident de perquisitionner le domicile des Piettes et espèrent bien trouver des preuves de sa culpabilité. Les gendarmes ont décidé de faire une perquisition au domicile 26 septembre 2006, donc près de 4 mois après la disparition d'Adeline, et vont perquisitionner donc la maison et le jardin en compagnie de chiens cinéphiles. On voyait les gens habillés en blanc, grande blouse blanche avec leurs lumières ultraviolet, les chiens, les militaires, tous les gendarmes passaient dans la maison, allaient dans le jardin, fouillaient, mais ils n'ont rien trouvé. Les équipes spécialisées ratissent alors de fond en comble le jardin d'1 hectare ainsi que la maison familiale. Mais rien, il n'y a pas l'ombre d'un indice contre Benoît Piette. Pour les enfants du couple, c'est le soulagement. Je me disais, au moins elle n'est pas sous nos pieds. Elle n'est pas ici, elle n'est pas sous nos pieds, on ne marche pas dessus quand on va dans le jardin, jouer. Alors les gendarmes ont-ils fait fausse route? Et si le mari d'Adeline était finalement innocent? Mais alors, que s'est-il réellement passé le jour de sa disparition? À la Gouinière, les mois passent sans aucune nouvelle d'Adeline. Des dizaines de pistes ont été explorées. Sans succès. Les enquêteurs sentent que Benoît Piette ne leur aurait peut-être pas dit toute la vérité. Il est alors convoqué de nouveau à la gendarmerie de Saint-Malo le 8 novembre 2006, soit 4 mois après la disparition. Benoît Piette va être placé en garde à vue pour qu'il explique ce qu'il s'est passé à cette soirée du 1er au 2 juillet. Les gendarmes vont exiger de Benoît Piette qu'il raconte en détail son emploi du temps de la nuit. Ils espèrent déceler des incohérences dans sa déposition. Benoît Piette explique lors de sa garde à vue que le jour de la disparition de sa femme, il s'est rendu dans l'après-midi chez un cousin à Cancale, à quelques kilomètres de son domicile de la Gouinière. Il s'y rend pour voir un match de foot. Nous sommes pendant la Coupe d'Europe et c'est la demi-finale. Le cousin lui propose de venir passer un bon moment avec lui. C'est la victoire de la France et Benoît Piette va faire la fête avec son cousin, accompagné de Sullivan, son plus jeune fils. Ce n'est que plus tard dans la nuit qu'il va rentrer chez lui. Ce soir-là, Benoît va boire plus que de raison, puisqu'il va boire environ une dizaine de bières, et va raconter qu'ensuite, son dernier fils va rester avec son cousin. Lui va revenir au domicile vers 1h30, 2h du matin. Benoît Piette rentre sans Sullivan. Adeline, qui l'attend depuis de nombreuses heures, est folle d'inquiétude. Furieuse contre Benoît, elle lui reproche d'être rentré seul. Benoît Piette a expliqué aux enquêteurs que lui et Adeline s'étaient disputés, que l'enfant qui dormait au-dessus du séjour avait entendu leur dispute, qu'il avait pleuré, qu'il était monté dans la chambre de l'enfant le consoler. Le petit garçon confirme avoir été réveillé par cette dispute et que ça l'a fait pleurer, qu'il a entendu sa maman dire à Benoît « arrête », puis ensuite un silence. Le témoignage du petit garçon accable son papa. Il décrit aux gendarmes une dispute particulièrement violente, ce que conteste Benoît Piette. Pour lui, il s'agissait d'une simple altercation. Benoît Piette va raconter aux gendarmes qu'il ne s'est rien passé de plus qu'une simple dispute et va raconter qu'il est allé se coucher.
1 heure plus tard, c'est Gwendoline, la cadette de la fratrie, qui revient de sa soirée. En arrivant à la maison, elle est étonnée de ne pas trouver sa maman réveillée. J'étais sortie, j'étais avec des amis. Et je suis rentrée, mais déjà ça m'a paru bizarre parce que maman, normalement, elle m'attendait à la fenêtre, en fait. Enfin, elle n'était pas couchée. Et là, la lumière du salon était éteinte. Quand je suis arrivée, déjà, je trouvais que c'était bizarre. La porte d'entrée était fermée à clé. Maman n'était pas là à m'accueillir. Gwendoline n'a pas les clés de la maison. Elle tente alors de réveiller son père, non sans appréhension. J'avais peur de me faire disputer en plus parce que je rentrais tard. Il m'a ouvert sans me disputer. Donc déjà, je me disais, oula. Et donc j'ai dit, maman, elle est pas là. Il m'a dit, non, elle est couchée déjà. Père, entourant la disparition d'Adeline Piette. À Saint-Malo, une brigade spéciale, nommée Disparition 35, a été mise sur pied pour résoudre l'affaire Adeline Piette. Cela fait maintenant 2 ans que l'enquête est dans l'impasse. Mais le flair des gendarmes les pousse à convoquer une énième fois le père qui, à leurs yeux, n'a pas tout dit. La garde à vue va être longue, va être tendue. On va pousser Benoît Piette dans ses retranchements parce que il y a forcément des incohérences dans son emploi du temps de ce jour-là. On va véritablement chercher à le mettre en difficulté par rapport à la disparition de son épouse. Et en fin de garde à vue, et bien n'ayant rien, ils étaient prêts à mettre fin à cette garde à vue. Et alors, coup de théâtre, Benoît Piette se lève, se jette contre les murs, une véritable crise. Et il explique qu'il est obsédé par le visage de son épouse et il fait l'aveu qu'Adeline est morte. Benoît Piette avoue. Adeline est décédée depuis maintenant 2 ans. Mais l'homme n'y serait pour rien. Il donne aux enquêteurs une nouvelle version de sa soirée, du 2 juillet. Il explique qu'après la dispute, il est allé se coucher et que le lendemain matin, à 7h30, il va découvrir Adeline qui s'est pendue à une poutre du garage. Benoît Piette va raconter que la tête est penchée, touche la poutre, les yeux sont exorbités. Bref, une description très précise de la scène. Adeline se serait en fait suicidée. Et Benoît Piette raconte que sous le choc, et pour ne pas inquiéter les enfants, il aurait décidé de dissimuler le corps. Pris de panique, c'est ce qu'il avance aux gendarmes. Il s'est dit que personne ne va croire à la thèse de la pendaison d'Adeline Piette. Et là, il enlève la corde autour du cou d'Adeline Piette et il prend son corps qu'il l'emmènera dans le jardin pour l'enterrer, quoi. Benoît Piette enterre sa femme dans le jardin, à quelques mètres de la table où toute sa famille prend ses repas. Pendant de longs mois, les enfants jouent sur ce terrain sans savoir que leur mère est enterrée sous leurs pieds. Mais après 1 an et 8 mois, il sent l'étau se resserrer. Il tente alors de supprimer toutes les traces de la mort de son épouse. Comme il n'a pas fait de déclaration à la police et que nécessairement si on trouve le corps dans le jardin, c'est lui qui va être accusé d'avoir tué sa femme, il décide de faire disparaître ce corps en le brûlant. Il va sortir le cadavre de sa femme de terre et va décider de le brûler dans le barbecue familial. Alors que les enfants dorment et à seulement quelques mètres de leur chambre, Benoît Piette brûle les restes de son épouse dans le barbecue. Les gendarmes sont sous le choc. Ce scénario est au-delà de l'imaginable. Scénario qui va d'ailleurs très vite être contredit par le légiste en charge de l'affaire. Les conclusions des enquêteurs et du médecin légiste feront qu'il est impossible qu'elle se soit suicidée. Benoît Piette est inculpé pour meurtre sur conjoint et conduit à la maison d'arrêt de Saint-Malo. Gwendoline et ses frères et sœurs découvrent alors l'insoutenable.
Jamais ils n'auraient imaginé une issue aussi atroce pour leur mère. Le pire, je pense, ça a été brûlé dans le barbecue. Déjà, enterré dans le jardin, c'est déjà monstrueux, mais alors la brûler dans le barbecue familial, c'est encore plus inhumain. Enfin, il n'y a même pas de mots pour décrire ce que c'est. Je pense que j'arriverai jamais à vivre avec, par contre. Parce que c'est mon père. Pardon. J'ai le même sang que lui, c'est lui qui m'a fait et ça m'écœure, quoi. Ça m'écœure tous les jours de me dire que c'est mon père. Et voilà. Mais bon, on peut pas faire avec, on peut que faire avec. On n'a pas le choix et c'est comme ça, faut continuer à avancer, mais c'est très dur, ça. Toute la famille est anéantie. Plus que tout, les enfants souhaitent des réponses. Pourquoi Benoît Piette a-t-il tué leur mère? Comment a-t-il pu les manipuler si longtemps? C'est ce que le procès à venir devra déterminer. Le 23 février 2011, 4 ans et demi après la mort d'Adeline Piette, son mari Benoît s'apprête à être jugé pour meurtre à la cour d'assises de Rennes. Les 7 enfants de la jeune femme sont venus assister au procès. Très en colère, ils attendent des réponses à leurs questions. On attendait des explications, la vérité surtout, parce qu'avec toutes les sottises qu'il nous a sorties, on attendait que ça, pour au moins une fois dans sa vie qu'il arrive à être franc. Les enfants ont beaucoup de colère envers leur père durant ce procès. D'ailleurs, un élément important qui en dit vraiment long, quoi. Durant tout le procès, ils n'appelleront pas leur père papa, mais Benoît. C'est dire la distance qui s'est instaurée entre Benoît Piette, leur père, et ses enfants, quoi. Certains viendront à la barre à témoigner avec un regard très très dur pour leur père et demanderont tous, mais vas-y Benoît, dis la vérité maintenant, dis la vérité, ne dis plus ta vérité, mais dis-nous la vérité, on a besoin de l'entendre. Appelé à la barre, face à ses enfants, Benoît donne froidement une énième version de la nuit du drame. Non, il n'est pas coupable de meurtre. C'était un accident. Benoît Piette va me raconter qu'il y a eu une dispute entre sa femme et lui et qu'au cours de cette dispute, les deux époux se trouvaient dans l'escalier. Adeline est tombée et elle est morte en tombant des escaliers. Benoît Piette aurait seulement poussé Adeline et sa chute lui aurait été fatale. Mais les enfants du couple ne croient plus ce père qui les a manipulés pendant plus de 2 ans. Ils se sentent trahis. Pour moi, ils se sont vraiment disputés, ça c'est sûr. Il y a eu une dispute, voilà, au début. Et puis il avait bu encore. Donc pour moi, il l'a tapé. Il a pas réussi à s'arrêter. Il a dû la rouer de coups. Pourtant, après 4 jours d'audience, les jurés condamnent finalement Benoît Piette à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide involontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans la salle d'audience, c'est la stupeur. C'était injuste. On aurait tous voulu qu'il paye plus cher pour ce qu'il a fait, parce qu'il a quand même enlevé une femme, une mère de cet enfant. Donc c'est pas assez, on était déçus. Benoît Piette n'a pas fait appel de cette décision de justice. Il purge aujourd'hui sa peine à la prison de Saint-Malo. Dans la région de la Gouesnière, les 7 enfants du couple sont plus unis que jamais et se soutiennent quotidiennement pour surmonter cette douloureuse épreuve. On essaye d'avancer, de garder la tête haute, de rester là les uns pour les autres, puis de faire notre vie et puis continuer à sourire. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Puis au moins, elle pourra être fière de nous. Puis voilà. Adeline Piette laisse derrière elle une famille
profondément soudée, qui veut plus que tout perpétuer la mémoire de celle qui les a élevés avec amour, celle qui leur a consacré sa vie. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'un homme de 28 ans, sur le point de devenir papa pour la 3e fois. Un homme qui avait en apparence tout pour être heureux et dont la vie va basculer tragiquement. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi il a été abattu comme ça. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que quelqu'un lui en voulait? Nous sommes à l'Aigle, une petite commune de 8000 habitants, dans le département de l'Orne. En ce matin du 10 juillet 2010, une jeune femme de 25 ans, Mélanie Fleury, est désemparée. Son compagnon Arnaud, le père de ses 2 enfants, n'a pas donné signe de vie depuis plus de 18 heures. Elle est très inquiète parce que son mari est parti la veille au soir et il n'est pas revenu. Donc elle a téléphoné à son père, elle a téléphoné aux amis d'Arnaud et elle est très très inquiète. Elle ne sait pas où il est passé. Mélanie est enceinte de leur 3e enfant et la disparition de l'homme de sa vie la met dans tous ses états. Mélanie, elle est super inquiète, elle est beaucoup stressée. Elle a dit que Arnaud n'est pas rentré de la nuit et que ça l'inquiète beaucoup, que c'est pas son habitude de faire ça. Mélanie avertit ses proches, notamment ses parents et tous les amis qui habitent dans les environs pour savoir ce qui a pu arriver à Arnaud. En vain, personne ne sait où se trouve le jeune homme de 28 ans. Toujours sans nouvelles de lui, Mélanie décide alors de prévenir la gendarmerie. Elle déclare que son mari a disparu, qu'il est parti la veille au soir et qu'elle n'a plus de nouvelles de lui depuis lors. Pour les gendarmes, l'absence d'Arnaud est alarmante, car rien dans la vie de ce jeune père de famille ne peut expliquer un départ volontaire. C'est un jeune papa, père de 2 enfants, qui est en attente de son 3e enfant, qui travaille, qui a un emploi. C'est une disparition qui est considérée comme inquiétante et donc les gendarmes vont immédiatement se mettre à la recherche d'Arnaud Gis. 2 patrouilles de gendarmerie sont réquisitionnées pour explorer toute la ville. Les amis d'Arnaud se mobilisent en masse, eux aussi, pour retrouver la trace du jeune papa. Mais le 11 juillet, ils vont faire une découverte particulièrement inquiétante. Le lendemain de cette déclaration de disparition, c'est-à-dire le dimanche, en milieu de journée, il me semble vers midi, des amis contactent le père de Mélanie, la compagne d'Arnaud, pour lui dire que sur la route entre l'Aigle et Ray, dans un petit chemin sous les arbres, on pouvait voir la voiture d'Arnaud garée à une soixantaine de mètres de la route. Le père de Mélanie se rend immédiatement sur les lieux et en explorant les alentours de la voiture, c'est le choc. Il découvre le corps de son gendre, inerte, à même le sol. On trouve Arnaud abattu d'une balle dans le dos, à quelques mètres de sa voiture, dans un petit chemin forestier qui mène à une cabane. Arnaud a été assassiné à seulement 2 kilomètres de son domicile. Que s'est-il réellement passé dans ce bois? Et pourquoi ce jeune homme, a priori sans histoire, a-t-il été froidement abattu? Les gendarmes de l'Aigle, ainsi que le médecin légiste, arrivent immédiatement sur les lieux du crime. Les premières constatations sont implacables. Arnaud a bien été assassiné.
Et ce, il y a plus de 24 heures. Il retrouve en forêt, dans une petite entrée de chemin forestier, un impact de balle dans le dos et la personne est décédée depuis plusieurs heures, plusieurs jours. Le légiste a rapidement confirmé qu'il avait pris donc un coup de fusil de chasse dans le dos, donc à quelques mètres seulement. Donc il avait été froidement abattu. Les gendarmes explorent immédiatement les lieux du drame. Mais aucun indice n'est découvert. La scène du crime semble avoir été minutieusement nettoyée par l'assassin. En apparence, rien ne manque, il est habillé, sa voiture est toujours là, on ne voit pas de traces de vol ou de motifs crapuleux. Seuls 2 éléments manquent à la scène, le téléphone d'Arnaud et un trousseau de clés. Pour le père de Mélanie, le pire reste à venir. Il a la lourde tâche de prévenir sa fille que son compagnon a été froidement abattu. À cette annonce, la jeune femme de 26 ans s'effondre. Le spectacle qu'elle donne, c'est celui d'une femme complètement dévastée. On peut l'imaginer, avec 2 enfants en bas âge et enceinte. La perte de son compagnon doit être un cataclysme. Océane, la petite sœur d'Arnaud, se souvient du désespoir de Mélanie. Elle me disait, je suis triste, j'ai perdu Arnaud, comment je vais faire? Je l'aimais, il va me manquer. Elle voulait même me tuer en disant, mon amour, je vais te rejoindre. Sur Facebook, elle mettait des mots elle mettait des musiques pour Arnaud, elle mettait des photos de son dernier enfant. Ouais, moralement, physiquement, elle était détruite. Mélanie est anéantie. Du jour au lendemain, elle perd l'homme qu'elle aime, le père de ses enfants, celui qui partage sa vie depuis 5 ans. Interrogée par les forces de l'ordre, elle est abasourdie. Son compagnon n'avait a priori aucun ennemi. Elle explique qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne sait pas du tout ce qui a pu arriver à Arnaud, elle se demande qui pouvait lui en vouloir au point de la tirer dans un guet-apens. Très vite, l'enquête de voisinage permet d'établir qu'Arnaud est un bon père de famille. Dans le quartier, ce jeune boucher est considéré comme un homme serviable, toujours prêt à rendre service. C'était un garçon qui était bien connu, qui était apprécié, qui avait travaillé dans le supermarché de la ville pendant longtemps, donc beaucoup de gens le connaissaient. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi il a été abattu comme ça. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que quelqu'un lui en voulait? Un bon père de famille, apprécié de ses collègues et de ses voisins. Pourtant, il n'a pas toujours vécu cette vie rangée. À 28 ans, l'homme a un casier judiciaire chargé. Condamné à plusieurs reprises par la justice, il est bien connu des services de gendarmerie. Arnaud a eu, même s'il est rangé des voitures, a eu quelques accrochages avec la justice. La carrière criminelle ou délinquante d'Arnaud Guis, ce sont des petits faits de cambriolage, un braquage d'un préposé des postes, un petit peu de stupéfiants éventuellement, mais rien de très important. Il a fait un petit peu de prison et en sortant de prison, il a rencontré Mélanie Fleury et il a mis ça derrière lui. Pour les gendarmes, les antécédents judiciaires de la victime sont à prendre très au sérieux. Le meurtre du jeune papa pourrait avoir un lien avec ses erreurs de jeunesse. Les enquêteurs pensent à un retour du passé d'Arnaud Guis, c'est-à-dire quelqu'un de son passé tourmenté qui reviendrait pour on ne sait quelle raison se venger ou régler des comptes. Pourtant, après des investigations poussées, rien dans le passé houleux d'Arnaud ne serait à l'origine de sa mort brutale. L'homme a définitivement coupé les ponts avec ses vieux démons. Alors, que s'est-il passé dans la nuit du 9 juillet 2010 ? Qui pouvait lui en vouloir au point
de l'éliminer. Dans l'Orne, Arnaud est maintenant décédé depuis plus d'une semaine. Et en l'absence de pistes tangibles, les enquêteurs décident d'explorer son environnement familial et amoureux. Arnaud Gis est arrivé en 2004, après un parcours un petit peu difficile, et il s'est réinséré dans la boucherie. Il a été boucher à Paris et ensuite il vient s'installer à l'Aigle. Après seulement 2 mois passés à l'Aigle, Arnaud fait la connaissance de Mélanie, celle qui deviendra la femme de sa vie. Ils se sont rencontrés dans une grande surface des environs. Elle s'occupait du rayon poissonnerie, lui s'occupait du rayon boucherie, et c'est comme ça qu'ils auraient commencé à se fréquenter. Quand Mélanie et Arnaud se sont vus, ça a été le coup de foudre, et que ouais, ils se sont posés directement ensemble. Moi, je les ai entendus un peu pour me se connaître, mais après, par la suite, ouais, ils étaient vraiment ensemble. Les deux amoureux sont inséparables. Très vite, ils fondent leur famille et deviennent parents de 2 enfants. Et pour le bonheur de tous, la famille était sur le point de... La vie est belle. Océane se souvient avec émotion que son grand frère menait enfin la vie dont il avait toujours rêvé. Quand il nous appelait, il était toujours content au téléphone. Il disait « Je suis bien avec Mélanie, en plus j'ai des enfants, j'ai fait construire ». Ouais, il était heureux. Carrément, il était vraiment heureux. Mais depuis le mois d'avril, la petite vie tranquille des amoureux est chamboulée. Des amis du couple s'invitent régulièrement au domicile de la petite famille. Depuis un certain temps, la maison était remplie de gens qui venaient un peu s'incruster, qui passaient beaucoup de temps là-bas, à rien faire, hein, à fumer des joints et à refaire le monde. Florian, le cousin de Mélanie, vient de plus en plus souvent dans la maison du couple. Il est le confident de la jeune femme depuis l'enfance et il va peu à peu s'immiscer dans la vie du couple. Florian était proche de Mélanie et Mélanie lui rendait volontiers service. Donc elle l'a hébergé pendant plusieurs jours puisqu'il était en quête d'un domicile. Florian va alors présenter au couple son ami Damien Roland, un jeune homme de 19 ans qui devient très vite un intime. Au départ, les choses sont vraiment bon enfant, c'est assez festif, ce sont des jeunes qui font connaissance, qui vont faire des barbecues ensemble. Damien Roland va être amené de plus en plus souvent à venir au domicile de Mélanie et d'Arnaud. Ils vont vraiment nouer des liens à la faveur de plusieurs soirées. Et au décès d'Arnaud, c'est Damien, du haut de ses 19 ans, qui devient le soutien moral de Mélanie. C'est lui qui, au quotidien, aide la veuve à surmonter son chagrin. Il ira même jusqu'à emménager dans la maison du couple. Dans les jours qui suivent la découverte du corps d'Arnaud, Damien Roland habite quasiment la maison du couple. C'est lui qui s'occupe beaucoup des enfants, on le voit souvent jouer avec eux dans le jardin, il les emmène à l'école, c'est un papa de remplacement en réalité. Ce qui ne manque pas d'intriguer les voisins qui, dans leurs témoignages, feront état de cette installation d'un jeune homme dans cette maison, ce qui est assez peu commun dans les jours qui suivent un deuil. La présence quotidienne du jeune homme auprès de la veuve éplorée est suspecte. Plus étonnant encore, pour l'accouchement du 3e enfant d'Arnaud et de Mélanie, c'est Damien qui assiste et soutient la jeune mère lors de cet événement de taille. Il semblerait que les 2 amis cachent quelque chose. Il a même assisté à l'accouchement du 3e enfant de Arnaud. Donc ouais, pour nous, ça semblait bizarre qu'il soit tout le temps là, tout le temps. Moi, je me disais, c'est bien, elle a quelqu'un sur qui s'épauler, mais ça durait trop. C'était bizarre. Pour les gendarmes, l'omniprésence de Damien dans la vie de Mélanie est étrange. Et si la veuve détenait finalement la clé du mystère? Quel rôle le jeune garçon joue-t-il exactement dans sa vie?
aurait-il voulu prendre la place d'Arnaud? C'est ce que les enquêteurs vont tâcher de déterminer. Depuis la mort d'Arnaud, le comportement de Mélanie, sa compagne, et de son ami Damien Rolland est devenu suspect pour les gendarmes de l'Aigle. Ils veulent en savoir plus sur la nature de leur rapport. Rapidement, les enquêteurs mettent cet endroit sous surveillance. Alors les téléphones sont sur écoute. Ils vont découvrir que ce n'est pas juste une relation d'amitié et de protection de la part d'un ami donc de Mélanie Fleury, mais qu'ils sont véritablement amants. À partir de là, donc les suspicions des enquêteurs vont grandir et puis vont aboutir effectivement à placer Mélanie Fleury et Damien Rolland en garde à vue. Damien et Mélanie sont entendus séparément. Lors de cette audition, le jeune homme avoue très vite être l'amant de Mélanie. Mais ce n'est pas tout. Damien avoue qu'il est l'auteur du coup de feu. Donc il a assassiné son ami dans le dos. Damien Rolland a donc abattu son ami Arnaud. Et le récit de la nuit du drame, qu'il livre en garde à vue, fait froid dans le dos. Damien et Arnaud ont passé la soirée ensemble chez Mélanie et Arnaud et ils partent tous les deux pour aller dévaliser une cabane au fond des bois. Cette virée nocturne n'est en fait qu'un prétexte. Ce qu'Arnaud ignore, c'est que loin de cambrioler une cabane, il est en fait tombé dans un guet-apens. Il est en voiture avec Arnaud, la voiture s'arrête, Arnaud descend pour satisfaire un besoin naturel, il y a un fusil à pompe qui est caché dans un sac, lui-même posé au pied d'un arbre pas très loin, il va le chercher, il l'arme, il tire dans le dos et il voit Arnaud s'effondrer. Un geste d'une violence extrême, que Damien tente d'expliquer à tout prix. Non, il n'a pas le profil du meurtrier, il voulait juste protéger Mélanie. Mélanie Fleury était, selon lui et selon elle, victime de violences de la part d'Arnaud. Mélanie Fleury ne cesse de lui dire « Un jour, je me retrouvais sur le carreau. Un jour, je me retrouvais sur le carreau. Un jour, je me retrouvais sur le carreau. » Et donc, ça finit effectivement par faire un effet désastreux sur lui, sur sa personnalité. Il a le sentiment qu'effectivement, il faut faire quelque chose pour protéger cette femme. Damien aurait en fait éliminé Arnaud pour l'empêcher de maltraiter Mélanie. Mais sous la pression des gens... c'est que c'est à la demande de Mélanie Fleury qu'il est passé à l'acte, qu'il a organisé un guet-apens pour tuer Arnaud. Pour appuyer ses dires, il affirme aux enquêteurs qu'avec Mélanie, il avait mis au point un code, par texto. Il va envoyer un message à Mélanie Fleury, qui est un code, en fait, entre eux. Et il va lui dire « bonne nuit ». Et c'est une manière de lui faire comprendre qu'il a accompli la mission et qu'Arnaud Gis, désormais, est mort. L'envoi de ce message est bien la preuve que les deux amants avaient fomenté cet assassinat ensemble. Mais de son côté, Mélanie n'a pas du tout la même version que son jeune amant. Mélanie, elle nie en bloc, elle nie fermement avoir demandé à son amant d'avoir tué son compagnon. Elle niera jusqu'au procès. À ce stade de l'enquête, tout porte à croire qu'il s'agit d'un crime passionnel. Mais de nombreuses zones d'ombre subsistent. Alors, qui de l'amant ou de la veuve éplorée dit la vérité? Mélanie est-elle vraiment complice du meurtre de son compagnon? Pour les enquêteurs, il s'agit maintenant de déterminer si Mélanie est réellement complice du meurtre d'Arnaud, son compagnon. En garde à vue, son amant Damien va l'accabler. Ce n'est pas la première fois que la jeune femme aurait planifié son assassinat. Cela faisait en fait des mois qu'elle voulait le supprimer. 4 juin 2010, il y a une soirée qui est organisée au domicile de
Mélanie Fleury et Arnaud Gis, auquel d'ailleurs participe une autre personne, un autre ami d'Arnaud Gis qui est Benoît Kowalski. Arnaud et Benoît font la fête sans se douter un seul instant de la tournure que va prendre cette soirée entre amis. C'est à ce moment-là qu'il est décidé par Mélanie Fleury de mettre à exécution un plan pour éliminer Arnaud Gis. Comme Benoît Kowalski est là à ce moment-là, on se dit que finalement on va également s'occuper de Benoît Kowalski et puis qu'on les mettra tous les deux dans la voiture. Et d'ailleurs ça fera encore plus vrai puisque ça fera un peu comme s'ils étaient en train de sortir et puis qu'ils avaient eu un accident. Au cours de la soirée, Mélanie, son cousin et Damien vont discrètement mettre des somnifères dans les verres d'Arnaud et Benoît. Le but, les neutraliser avant de les mettre dans la voiture et simuler un accident de la route. À force d'avoir ingurgité de l'alcool et sous l'effet des médicaments, ils finissent par s'endormir. Et donc Florian Potrel et Damien Rolland vont se saisir d'un coussin, d'un oreiller, pour étouffer à la fois Benoît Kowalski et Arnaud Gis. Alors que Damien est en train de l'étouffer, Arnaud se met subitement à bouger. Le jeune garçon prend peur et n'arrive pas à achever son ami. Le plan échoue. Arnaud et Benoît vont dormir jusqu'au lendemain, sans imaginer qu'ils viennent d'échapper à la mort. Ils se sont réveillés sans comprendre ce qui s'était passé. L'effet des somnifères, ils l'ont attribué à l'alcool qu'ils avaient ingurgité. Une semaine seulement après cette première tentative avortée, les trois complices élaborent un nouveau plan pour supprimer Arnaud. C'est Damien, équipé d'une cagoule, qui sonne chez lui pour l'abattre. Mais avant d'être face à sa victime, il prend peur et s'enfuit. Cette seconde tentative est un échec cuisant. Là encore, Damien et Florian sont unanimes. C'est Mélanie qui avait tout manigancé. Mélanie n'a de cesse de trouver un moyen d'éliminer son compagnon, qu'elle le décrit comme un monstre sans arrêt et qu'elle est à harceler Damien pour qu'il la débarrasse de ce monstre. C'est elle qui est l'âme de toutes ces tentatives d'assassinat qui ont été fomentées avant l'assassinat perpétré par Damien. Les témoignages de Damien et Florian dépeignent Mélanie comme une veuve noire. Mais difficile pour les enquêteurs de cerner le rôle de la mère de famille. Seule certitude, rien n'établit qu'elle ait été effectivement battue. Aucune plainte, aucun témoignage ne corrobore ses dires. Alors, a-t-elle vraiment commandité le meurtre du père de ses enfants? C'est ce que devra déterminer le procès à venir. Le 26 novembre 2012, plus de 2 ans après le meurtre d'Arnaud, Damien Rolland est jugé pour assassinat et Mélanie pour complicité d'assassinat à la cour d'assises d'Alençon. Florian, le cousin, comparaît pour non-dénonciation de crime. Pour Océane, faire face à sa belle-sœur est un calvaire. Pour moi, c'était vraiment très dur de voir les gens qui ont fait ça à mon frère 2 ans après le meurtre. Moralement, c'était pas ça, fallait être fort. Coup de théâtre. Au 2e jour du procès, Mélanie avoue une terrible vérité. Elle était au courant des intentions de son amant, mais elle ne l'a pas dissuadé de commettre ce meurtre. Pourtant, en aucun cas, elle n'en serait la commanditaire. Elle reconnaît qu'elle a voulu le tuer par le passé elle-même, toute seule. Elle reconnaît pour elle, qu'il n'y avait pas d'autre solution que la mort d'Arnaud Gis. Et en même temps, elle niera toujours avoir été celle qui a demandé à Damien Rolland d'aller tuer Arnaud Gis. Mais Damien n'en démord pas. C'est bien elle qui l'a manipulé. Ses avocats vont d'ailleurs axer sa défense sur son jeune âge et son caractère influençable. Tout juste sorti de l'adolescence, il n'aurait pas su dire non à cette femme expérimentée.
Damien, c'est un homme, un jeune homme, un très jeune homme relativement fragile, malléable. Au moment des faits, il a 19 ans. Il sort, si on peut dire, avec une femme de 25 ans. C'est pas forcément un stratège dans l'âme. Et à la demande répétée de Mélanie, il passera à l'acte. Après 4 jours de procès, pour le jury, il n'y a pas de doute possible. Mélanie serait bien l'instigatrice de ce meurtre. Elle écope de la même peine que Damien Rolland, 20 ans de réclusion criminelle. Quant à Florian, la Cour fera preuve de clémence avec une peine de 3 ans de prison ferme. Depuis le verdict, la famille d'Arnaud tente de se reconstruire. Mais pour Océane, le meurtre de son frère aîné est une tragédie qui a brisé sa famille. À tout jamais. Le plus dur pour moi, c'est de savoir que mon frère déjà n'est plus ici, il est décédé. Savoir que les enfants ils vont grandir sans père, sans mère. Mais à part les enfants, je me dis ils ont tout perdu. J'ai beaucoup de mal pour eux. Arnaud laisse derrière lui 3 enfants. Les enfants du couple placés chez les parents de Mélanie, qui vont devoir se construire seuls, sans leur père, ni leur mère. Dans l'affaire qui va suivre, vous... Nous sommes à Carnoët, un petit village de 700 âmes niché au cœur de la Bretagne. Ici, on est plutôt habitué au calme et au silence. Mais en ce mois de juin 2005, un événement encore jamais vu va bouleverser la vie de ses habitants. Les amateurs de musique techno sont rassemblés depuis hier et jusqu'à demain dans une petite localité des Côtes d'Armor. Ce technival, baptisé Technose, est autorisé et se déroule sur des terres agricoles réquisitionnées. C'est la première fois en France qu'un tel événement se déroule. Sous les yeux médusés des riverains, 40 000 jeunes s'apprêtent à danser pendant 4 jours sur fond de musique électronique. Ce petit village-là a peur, a très très peur. Il faut se représenter une ville en pleine campagne, c'est-à-dire des véhicules, des camping-cars. C'est l'anarchie la plus complète. Au menu de ce Technival, de la musique, 24 heures sur 24. Mais aussi de l'alcool, pour la plus grande joie des milliers d'amateurs de musique techno. L'ambiance est très festive sur les lieux de la rave. Il y a beaucoup de monde, près de 80 000 personnes, des murs de son, une population très jeune. On danse, on boit, on rigole, on discute. Nous sommes le 26 juin 2005. Après 4 jours de fête ininterrompus, la rave touche à sa fin. Au petit matin, 2 jeunes filles s'éloignent de la foule et s'enfoncent dans la sapinière. Il est un peu plus de 10 heures. De jeunes bretonnes d'un peu plus de 20 ans décident d'aller se soulager à l'abri des regards. Pour elles, la fête va virer au cauchemar. L'une d'entre elles voit ce qui ressemble à un corps, passablement dévêtu, avec un t-shirt qui est remonté sur le haut de la poitrine. Il y a du sang, beaucoup de sang. Une jeune fille à moitié nue gît dans son sang au milieu de la sapinière, à seulement quelques centaines de mètres des festivaliers. Alors faisait-elle partie de la rave ? À Carnoët, les enquêteurs arrivent immédiatement sur les lieux du drame. Ils découvrent une scène de crime particulièrement atroce. Le corps d'une jeune femme, à demi nue, lardé,
de 28 coups de couteau. Cette jeune femme est retrouvée dénudée sur le dos, avec différentes plaies au niveau du cou, du thorax, au niveau également de la main gauche, et qui a les yeux ouverts, qui a les jambes et les bras écartés. Les gendarmes sont face à une enquête particulièrement complexe. Autour de la scène de crime, ce sont près de 40 000 jeunes qui font la fête sur de la musique techno. Nous demandons de quitter la zone. Pour récolter le moindre indice, chaque minute est comptée. Les gendarmes réagissent extrêmement vite. Ils placent bien entendu un périmètre de sécurité autour du corps, des indices sont récupérés, un ratissage est réalisé autour du lieu de découverte du corps. Donc là, il y a eu un travail phénoménal de fait, puisque cette sapinière était utilisée par les teufeurs comme latrine, où de nombreux préservatifs, serviettes hygiéniques, papier toilette jonchaient le sol dans la sapinière et à proximité du corps. Après de nombreuses heures de fouilles aux alentours de la sapinière, les gendarmes font une découverte qui va s'avérer capitale pour le reste de l'enquête. Les enquêteurs vont assez rapidement mettre la main sur une bouteille d'eau, mais surtout un emballage de préservatif et pas très loin, un couteau. Ce couteau est couvert de sang. Alors, pour vérifier s'il s'agit bien de l'arme du crime, les enquêteurs vont immédiatement l'envoyer à l'Institut génétique de Nantes. Donc il nous demande effectivement de confirmer déjà que c'est l'arme du crime par l'analyse du sang qu'on retrouve sur ce couteau, indiquer que c'est bien le sang de la victime. Et dans un deuxième temps, bien sûr, d'essayer d'identifier l'ADN de l'utilisateur du couteau. Dans l'attente des résultats ADN, près de 600 gendarmes ont été mobilisés pour bloquer toutes les sorties de la rêve. Chaque fêtard quittant le Technival est contrôlé. Un véritable travail de fourmi pour les enquêteurs. Les gendarmes vont mettre en place un barrage à la sortie du festival pour recueillir le nom de tous les festivaliers qui sortent, ainsi que les plaques d'immatriculation des véhicules. On a relevé 40 000 identités, tant masculines que féminines. On cible en priorité sur les hommes, ce qui représente 50% des 40 000, soit à peu près 20 000 personnes. 20 000 hommes, parmi lesquels se cache peut-être le meurtrier. Au même moment, de l'autre côté du festival, deux sœurs sont très inquiètes. Elles ont passé la journée à chercher leur cousine, Mathilde. La jeune femme, âgée de 18 ans, a disparu depuis de longues heures. Les cousines de Mathilde ont cherché Mathilde et ne l'ont pas trouvée. Elles ont pensé qu'elle était rentrée avec son petit ami. Lui, il a dit l'inverse, je pensais qu'elle était avec vous. C'est à ce moment-là qu'effectivement, il est apparu évident que Mathilde avait disparu. Et puis le bruit court qu'un corps a été retrouvé non loin des lieux de la rave. Et avec le temps, leur inquiétude ne va faire que s'accroître. Les cousines se rendent au poste de secours et là, en discutant avec les pompiers et les gendarmes, elles apprennent, notamment par la description des vêtements que portait la victime, qu'il s'agit bien de Mathilde. Pour les deux cousines, c'est un choc terrible. Qui a bien pu faire du mal à Mathilde? Qui a-t-elle croisé dans la sapinière? Comment un meurtre d'une telle violence a-t-il pu se produire à quelques mètres seulement de la rêve sans que personne ne s'en rende compte? Au Technival de Carnoët, le corps de Mathilde vient d'être formellement identifié. Les hommes de la gendarmerie de Rennes
vont dans un premier temps chercher à établir le profil de la victime. C'était une jeune fille qui s'affirmait beaucoup, que son entourage présentait comme étant pleine de caractère. Elle avait un joli projet professionnel qui se faisait jour, en l'occurrence de devenir monitrice équestre. Mathilde avait une vie normale pour une jeune fille de 18 ans. Elle avait son petit copain Adrien avec lequel elle était depuis plusieurs mois. Ça se passait très bien, ils étaient très contents ensemble, ils s'entendaient bien. À 18 ans, Mathilde, passionnée d'équitation, n'est pas une habituée des rêves. Mais cette fois-ci, l'année scolaire vient de se terminer et la jeune fille veut faire la fête avec ses amis et son petit ami en se rendant à ce festival. Pour Mathilde, c'était une grande occasion que ce Technival. C'était la première fois où elle devait participer à une fête techno. Les parents étaient rassurés dans la mesure où elle n'allait pas toute seule. Elle y allait avec effectivement ses cousins, ses cousines et des amis. 2 voitures, ils étaient tous ensemble, etc. Elle avait son portable. Elle a d'ailleurs appelé sa mère avec son portable. Donc tout ça était de nature à rassurer les parents. Elle n'était pas seule. Au son de la techno, la soirée se passe bien. La bande de jeunes parcourt les 160 hectares dédiés à la fête. Pour tous, ce festival est une première et ils comptent bien en profiter. Elle a été devant les différents sons, elle est allée danser, elle s'est amusée avec sa bande de copains. La fête se déroule, les jeunes dansent et puis le dimanche matin à l'aube, Mathilde est fatiguée, son petit ami Adrien aussi, et donc il décide de s'éloigner du groupe pour aller dormir quelques heures. Selon ses amis, au petit matin, il ne sait pas où elle est, il est persuadé qu'elle est partie dormir dans son véhicule qui était stationné en bordure du Technival. Mais pour l'entourage, pour les cousines, c'est terriblement inquiétant. Adrien a un comportement très étrange. Il ne semble pas du tout alarmé par la disparition de sa petite amie. Alors que Mathilde est toujours introuvable, il prend une décision des plus surprenantes et rentre chez lui. Alors qu'elles sont en train de déclarer cette disparition, lui, alors qu'il a sa voiture sur place, fait du stop pour rentrer à Perros-Guirec. Il semble un peu paumé. La fatigue, les stupéfiants, ça on ne saura pas trop. Toujours est-il que il n'est pas très cohérent. Ce qui va en faire assez rapidement un suspect. Les premières dépositions des amis de Mathilde interpellent les gendarmes. Tout dans le comportement d'Adrien est suspect. Alors, a-t-il joué un rôle dans le meurtre de Mathilde? Pourquoi n'a-t-il pas tenté de la retrouver? Cache-t-il quelque chose? Mathilde a été tuée de 28 coups de couteau et Adrien est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Pour les gendarmes, il est à présent le suspect numéro 1 dans cette affaire. Le petit ami de la victime a eu une attitude très particulière qui a paru étrange à ses amis, à ses cousines de Mathilde, mais également aux enquêteurs. Donc il a été dans les premières heures placé en garde à vue. Mais pendant son interrogatoire à la section de recherche de Rennes, Adrien semble avoir complètement perdu la mémoire. Il a été entendu et les soupçons, c'est parce qu'il répond mal. Ou il répond pas, ou il garde le silence. Il s'explique rien, il dit rien. Il ne se souvient de rien. Toutes les questions, c'est je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas. Les gendarmes ne sont pas convaincus par ces trous de mémoire. Ils prélèvent alors l'ADN d'Adrien pour l'envoyer à l'Institut génétique de Nantes et le comparer à l'ADN retrouvé sur l'arme du crime.
La comparaison de l'ADN d'Adrien Follet avec l'ADN masculin qu'on a sur le couteau nous a vraiment permis d'indiquer que c'était 2 ADN différents. Donc ça ne pouvait pas être Adrien Follet qui avait tenu ce couteau en main. En tout cas, ce n'était pas son ADN qu'on retrouvait dans le couteau. Celui qui était le suspect numéro 1 est donc lavé de tout soupçon. C'est l'ADN d'un autre homme qui est sur l'arme du crime. Mais de qui s'agit-il? Pour le savoir, les enquêteurs vont s'intéresser à ce fameux couteau. C'est un couteau qu'on a pu identifier, Ranger's Knife. Donc on a pu recenser qu'on avait 211 couteaux qui avaient été vendus sur le territoire national. Des recherches ont donc été lancées dans l'ensemble des magasins de Bretagne qui pouvaient vendre ce type de couteau, qui, sans être rare, n'était pas commun. Et on a pu déterminer que dans les quelques jours précédant le meurtre, un tel couteau avait été acheté dans un magasin du Mont-Saint-Michel. Les enquêteurs vont éplucher pendant de longs mois les factures du magasin. Mais impossible de remonter jusqu'à l'identité de l'acheteur. Faute de résultats, les enquêteurs se tournent alors vers une autre piste qui va donner une nouvelle tournure à l'enquête. Étudier les photos prises par les amis de Mathilde le soir du drame. Adrien, le petit ami, avait un appareil photo sur les lieux et on a pu constater que sur une photo du samedi soir aux alentours de 23h et du dimanche matin aux alentours de 6h, Mathilde apparaissait aux côtés d'un jeune homme qui portait un pull vert rouge. On présente cette photo à tous les témoins qu'on va rencontrer, c'est-à-dire d'abord les proches, qui ne le connaissent pas, qui n'ont aucun souvenir de cet individu, alors qu'ils sont pris en photo avec lui. Personne ne connaît l'homme au pullover rouge. Pour les enquêteurs, ce garçon devient un témoin essentiel. Ils mettent tout en œuvre pour le retrouver. Cette photo, rapidement, on a décidé de la diffuser à tous les services de police et de gendarmerie sur le territoire national. La photo est affichée dans tous les commissariats de France. Mais pendant plusieurs mois, cette piste ne donne rien. C'est seulement au mois de février 2006, soit 9 mois après le drame, que l'appel à témoins va payer. Un jeune homme est entendu pour une affaire de vol de tickets restaurant au commissariat de Rennes. Et ce jeune homme-là a son regard qui est attiré par l'image qui est placardée au mur. C'est un ancien marin qui se rappelle de lui et qui va indiquer aux enquêteurs que cette personne qu'on voit sur une photographie, eh bien, il le connaît, que c'est Alain Carnoat. Alain Carnoat. Les gendarmes ont désormais une nouvelle piste et un nom. Ils vont alors tout mettre en œuvre pour le retrouver. Alain Carnoat est-il le tueur tant recherché? Va-t-on enfin percer le mystère du meurtre de Mathilde? Pour les enquêteurs de la brigade de recherche de Rennes, Alain Carnoat est maintenant le suspect numéro 1. Pour le confondre, ils vont alors retracer ses moindres faits et gestes dans les mois et les jours précédant le meurtre de Mathilde. Où on regarde dans nos fichiers, on se rend compte d'une part qu'après les faits, il a été mis en cause dans un dossier d'exhibitionnisme à Brest, qu'il fait partie des 40 000 personnes contrôlées à la sortie du Technival, et on s'aperçoit que 3 jours avant les faits, Alain Carnoat a effectué des achats avec sa carte bancaire dans le commerce distributeur du couteau retrouvé à Carnouët. Tout porte à croire qu'Alain Carnoat serait l'auteur présumé du meurtre de la jeune Bretonne. Ce marin de 24 ans risque gros, surtout que les gendarmes, en interrogeant ses anciens collègues, vont découvrir d'autres éléments accablants. Les marins avec lesquels il a travaillé dressent un portrait de lui épouvantable,
un pervers, un obsédé sexuel, un pédophile qui profitait des escales pour se rendre devant les écoles et trouver des jeunes filles avec qui passer la nuit. Des témoignages accablants qui décident les enquêteurs à interpeller Alain Kernoat chez sa mère, à Marseille, où il réside depuis plusieurs mois. Donc au petit matin, à 6h, nous présentons chez sa mère et plaçons en garde à vue Alain Kernoat pour des faits d'homicide volontaire. On a fait un prélèvement ADN qui a été directement adressé donc à l'IGNA pour que dans le temps de la garde à vue, on puisse avoir les résultats. Et on réalise l'analyse et on se rend compte que le profil génétique d'Alain Kernoat correspond effectivement à celui de l'ADN masculin qu'on a sur le couteau. Malgré l'ADN, l'homme nie les faits et affirme ne pas connaître la victime. Pendant plus de 12 heures, c'est donc une vraie bataille de nerfs qui s'engage entre les gendarmes et le marin de 24 ans. Et leur ténacité va finir par payer. En pleine nuit, il nous fait les premiers aveux, il dit oui, c'est moi qui ai donné des coups de couteau. Alain Kernoat assène alors 28 coups de couteau à l'adolescente. Et alors qu'elle agonise, l'horreur continue. La pensant morte, il va tenter de la violer. Le fait qu'il ait voulu la violer une fois qu'elle était morte, parce qu'il pensait qu'elle était morte alors qu'elle n'était pas morte, elle était toujours vivante, ça prouve bien que son crime était purement sexuel. Les enquêteurs sont face à un suspect désarmant de froideur. Comment ce jeune marin a-t-il pu s'en prendre avec tant de rage à cette femme innocente? Dira-t-il enfin toute la vérité sur les raisons de ce geste barbare? Nous sommes le 22 septembre 2008, soit 3 ans après la mort de Mathilde. Alain Kernoat est jugé à la cour d'assises de Rennes pour meurtre et tentative de viol. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Alain Kernoat a été jugé dans une ambiance qui était très très dense, très pénible, très lourde, vraiment très lourde, avec une famille unie et totalement épleurée. Pour la famille de la victime, difficile d'être confronté à celui qui a pu commettre des actes d'une telle cruauté. Et alors que tous redoutent ce face-à-face, c'est un accusé très loin de l'image du prédateur sexuel qui fait son entrée dans la salle. On est un petit peu surpris de voir un petit homme entrer dans le box des accusés. Il semble un petit peu apeuré. Alain Kernoat, il n'a pas le physique des faits qu'on lui impute. Il est petit, il est assez quelconque, il ne fait pas peur. Il ne fait pas peur. Il a l'air tout à fait inoffensif. Et alors que toute la famille attend des réponses, Alain Kernoat continue de se cacher derrière des explications abstraites. Lui a expliqué tant aux enquêteurs qu'aux juges d'instruction qu'il était fan de jeux vidéo, de manga, et que son impossibilité d'expliquer avec précision les faits venait du fait qu'il confondait le réel et la fiction. Donc pour la famille, c'est évidemment très difficile, et encore plus parce que eux, ils attendent quelque chose. Pour l'entourage de la victime, c'est la délivrance. Mais une semaine après sa condamnation, le marin fait appel de cette décision de justice. À l'issue du procès, la famille Mathilde est soulagée de ce que Alain Kernoat soit mis à l'écart de la société un certain temps, ce qui est la garantie de ce qu'il ne recommencera pas, en tout cas pour les quelques dizaines d'années à venir. Un procès en seconde instance qui condamne de nouveau lourdement le marin à 30 ans de réclusion, assorti d'une obligation de 10 ans de suivi médical. Depuis le verdict, la famille de Mathilde fait tout pour empêcher qu'un autre drame ne se produise. Ils ont créé une association
qui se bat pour l'interdiction des rêves partis. Les équipes de crime enquêtent chaque lundi à 21h05 sur Chérie 25. En octobre 2008, alors qu'elle dort chez elle, Isabelle est réveillée par un bruit effroyable. Une détonation, puis deux retentissent dans le salon. Alexis, 14 ans, et Rémi, 11 ans, sont morts. Son mari tente précipitamment de se suicider sous ses yeux, mais il se rate. Lorsque les secours arrivent, il découvre une véritable scène d'horreur. C'est un peu comme une lionne qui veut défendre ses lionceaux, et c'est surtout ce que je me reproche, c'est de ne pas avoir pu défendre mes enfants, quoi. Christian Kébert, surnommé l'homme des bois, est soupçonné pour le meurtre d'un ami et de son ex-compagne. En cavale, pas moins de 250 militaires vont se lancer à sa poursuite pendant 5 jours. Il va falloir l'intervention du GIGN pour mettre fin à la fuite. Mais l'affaire devient vite le mystère Kébert, lorsque ce dernier est retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Metz. Je savais très bien que où on l'a retrouvée, elle était défigurée de partout et ça aurait été un zombie, ou elle reviendrait jamais, quoi. Lorsque le corps de Pierre-Édouard Gauthier est retrouvé gisant dans une mare de sang, c'est toute la ville de Metz qui crie à l'injustice. Aimé de tous, pourquoi l'homme semble-t-il avoir été aussi torturé? Mais ses amis connaissaient-ils toute la vie de ce notable respecté? Le travail des enquêteurs ne va pas s'avérer simple. On peut s'interroger sur l'origine de toute cette violence. S'il s'agit simplement de soutirer son code de carte bleue à une personne âgée, c'est pas utile de la rouer de coups, sachant que les coups étaient en eux-mêmes mortels. Il lui a fait subir ce qu'on peut appeler des actes de torture et de barbarie. Ça va quand même extrêmement loin. Dans l'affaire qui va suivre, nous allons voir comment la folie d'un homme va faire basculer toute une ville dans l'horreur et plonger une mère en plein cauchemar. C'est un peu comme une lionne qui veut défendre ses lionceaux, et c'est surtout ce que je me reproche, c'est de ne pas avoir pu défendre mes enfants, quoi. Toul, petite ville de Lorraine. Cette ancienne cité médiévale, située à quelques kilomètres de Nancy, compte 17 000 habitants. Toul est une ville très calme, très calme. Bon, quelques petites délinquances comme partout, mais rien de vraiment important. Rien à voir avec des cités de banlieue de grandes villes, absolument rien. Pourtant, cette nuit d'octobre 2008, le calvaire d'une femme va faire basculer pour la première fois le calme qui règne habituellement dans cette petite ville. Alors dans cette nuit du 2 au 3 octobre 2008, une patrouille de police circule rue Albert Denis, quartier Saint-Èvre de Toul, quartier résidentiel, pavillonnaire, calme. Sans histoire, un des quartiers, on va dire, peut-être les plus calmes de Toul, pas réputé du tout pour sa dangerosité, absolument pas. Il est 1h45 du matin, lorsque les policiers en patrouille se retrouvent nez à nez avec une femme affolée. Elle les implore d'aider ses enfants. De toute évidence, elle est en état de choc. La police est interpellée par une femme qui crie au secours, qui est tout affolée dans la rue. S'approche de cette femme et qui leur explique en 2 mots, en sanglots, ce qui se passe. Cette femme, c'est Isabelle Arnoux, l'épouse d'Alain Végerlet. Les policiers comprennent que quelque chose de grave vient de se produire et interviennent immédiatement dans la maison familiale, où ils vont découvrir l'impensable.
Quand vous rentrez dans cette maison, il y a un petit couloir qui donne immédiatement sur la salle de séjour. La maison est assez exiguë, donc la présence du corps de M. Végerlé par terre dans la salle de séjour démontre déjà qu'évidemment il y a eu un drame. L'homme d'une quarantaine d'années gît inconscient dans son sang. Il est touché au ventre. Monsieur Végerlé est à terre dans le salon avec le fusil à ses côtés. Il y a du sang sur place. Alors qu'est-il arrivé dans cette maison? Pourquoi Alain Végerlé est-il retrouvé dans son sang, à quelques mètres d'un fusil? Et où sont les enfants du couple? De quel drame Isabelle a-t-elle été le témoin? C'est ce que les policiers vont tenter de découvrir au plus vite. À Toul, rue Albert-Denis, alors que le quartier est encore endormi, les policiers comprennent qu'ils sont face à un terrible drame familial. Prévenus de la situation, les secours arrivent en urgence. Madame Arnoux va rester sur place, notamment pendant l'intervention des secours. Elle va être écartée, elle va rester dans un petit coin du rez-de-chaussée, complètement prostrée, en état véritablement de choc, répétant systématiquement « mes enfants, mes enfants, mes enfants ». Elle ne pense à ce moment-là qu'à ses enfants. Dès leur arrivée, les pompiers se précipitent à l'étage, à la recherche d'Alexis, 14 ans, et Rémi, 11 ans. Ils sont très loin d'imaginer la scène à laquelle ils vont être confrontés. Les deux garçons sont dans leur lit. Chacun a reçu une balle de fusil dans la poitrine. La situation est telle que la réanimation n'est pas possible sur Alexis puisque malheureusement il est décédé immédiatement du coup de fusil qui a été donné par son père. Rémi, le cadet de la famille, respire encore. Les pompiers vont alors tout tenter pour le faire revenir à la vie. En vain. Rémi, même s'il y a eu un petit laps de temps pendant lequel il a pu montrer des signes de vie, la réanimation s'est révélée totalement impossible. En quelques secondes, la vie de cette mère a basculé dans l'horreur. Elle a perdu ce qu'elle avait de plus précieux au monde. Ses deux enfants. Ils ont essayé de tout faire pour les survivre, c'est ce qu'ils m'ont dit. Parce que moi je suis restée en bas, on m'a calmée, on m'a fait des piqûres. Je me croyais dans un film en fait. Je me suis cru vraiment dans une série policière et je me réveillais pas quoi. Pour moi c'était un film qui passait en boucle et je voyais pas la fin quoi. Et alors que Rémi et Alexis viennent de perdre la vie, leur père Alain, retrouvé par la police, inconscient dans son salon, émet un râle. Alain Végerlé, lui, il est au rez-de-chaussée. Il est lourdement blessé. Il a 80% de l'estomac en moins. Après avoir tiré sur ses deux enfants, l'homme avait retourné l'arme contre lui. Isabelle le croyait mort. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va entendre un des réanimateurs dire à Monsieur Végerlé « Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous ». Et c'est là qu'elle va comprendre qu'en fait, lui est encore en vie et que les enfants, malheureusement, sont décédés. Et ça, c'est un deuxième état de choc qui vient se rajouter à ce qu'elle vient de vivre, parce que sa première réflexion, c'est de se dire « mais en plus il s'est raté ». Pour Isabelle, tout s'écroule. Le meurtrier de ses enfants est vivant. La douleur est insoutenable, c'est plus qu'elle ne peut supporter. Je me suis retrouvée en fait à Centrale, en cellule psychologique, pour me remettre un petit peu de ça. Mais bon, je ne sais pas combien de temps j'y suis restée. J'avais perdu complètement la notion du temps. J'étais complètement perdue, quoi. De son côté, Alain, le père, est emmené aux urgences à l'hôpital de Nancy. Il va y subir une série de lourdes opérations. Alain est hospitalisé de son côté aussi. Il est placé en unité spécialisée, contrôlée. Et les enfants sont
emmené à l'institut médico-légal. Pour les enquêteurs, il n'y a pas de doute possible. Ils sont face à un drame familial d'une rare violence. Reste à déterminer comment ce père de famille, a priori sans histoire, a pu commettre l'irréparable. Que s'est-il passé cette nuit d'octobre pour que tout bascule ainsi dans l'horreur? À Toul, dans le quartier tranquille de Saint-Èvre, le réveil est brutal pour les voisins de la famille Végerlé. Les voisins s'aperçoivent rapidement qu'il se passe quelque chose d'anormal dans un secteur réputé très très calme. Quand en pleine nuit, ils découvrent des véhicules de police, de pompiers, inhabituel pour eux. Didier, un voisin, se souvient de ce matin d'octobre comme si c'était hier. Comme tous les habitants du quartier, lui non plus n'a pas compris ce qui se passait. En 2008, oui, j'étais là. Je suis même passé devant leur maison. Il y avait du monde, il y avait la police. On s'est avec ma fille qui était dans la même classe que Rémi. Donc tout le monde s'est posé la question de savoir ce qui se passait. C'est une affaire qui provoque un électrochoc parce que c'est quand même c'est le tabou absolu. Mettre fin à la vie de ces deux enfants, deux jeunes enfants, c'est quand même hors du commun, quoi. Évidemment, tout de suite, oui, toute la population de Meurthe-et-Moselle s'émeut beaucoup de ce drame. Tous se demandent qui est cet homme capable de supprimer volontairement ces deux enfants. À l'époque des faits, Alain Végerlé est âgé de 45 ans. Il est mécanicien hélicoptère. C'était quelqu'un qui était connu pour être serviable, courtois, un homme qui ne faisait pas de vagues, et puis qui se passionne pour le tir à l'arc. Un père de famille en apparence comme les autres. Un homme réservé, apprécié. Le choc est d'autant plus grand. Il est décrit comme quelqu'un de plutôt gentil, très calme, absolument pas violent. Les gens sont très très surpris par ce visage, par ce double visage qu'il a présenté, quoi. Les gens tombent de haut. Un homme apprécié, tout comme sa femme Isabelle, secrétaire administrative. Elle est une mère très impliquée dans la vie de ses enfants. Alain et elle forment une famille discrète, mais heureuse en apparence. À chaque fois qu'on y allait, ils nous offraient un verre à boire, on buvait un café, choses comme ça. Donc c'est vrai que c'était des gens qui paraissaient vraiment amoureux l'un envers l'autre. On s'est pas du tout attendu à ce qui est ce drame. Dans ce quartier familial, les enfants se connaissent et vont d'une maison à l'autre. Alexis et Rémi étaient des visages familiers pour les voisins, des enfants attachants. Ils étaient très gentils aussi, très gentils, à chaque fois quand ils nous voyaient, ils nous disaient bonjour. Donc c'est vrai que c'était vraiment des enfants agréables, plaisants au contact, hein, et puis avec qui ma fille aimait bien jouer. Hein. Pourtant, depuis quelques années, Alexis, 14 ans, l'aîné, connaît des difficultés relationnelles. Trop sensible, on lui diagnostique des troubles du comportement. Une situation qu'Alain, le père de famille, semble ignorer. On avait le sentiment que ces difficultés, par exemple, existentielles que traversait son fils aîné, Alexis, elles n'avaient pas d'importance. Elles n'étaient pas prises en compte comme le témoin d'éventuelles difficultés familiales. Pour l'expert psychologue en charge de cette affaire d'infanticide, les troubles psychologiques d'Alexis pourraient être le reflet d'un vrai problème dans le couple d'Isabelle et Alain. Alors, quel lourd secret se cache derrière cette famille, en apparence, sans histoire? Les enquêteurs de la police de Toul
tentent de comprendre le mobile de cet infanticide. C'est dans la maison familiale, le théâtre où s'est joué le drame, qu'ils vont trouver des indices capitaux. Les policiers découvrent un tas de petits mots qu'Alain Végerlet a laissés sur son ordinateur ou des lettres manuscrites sur la table du salon. Alors il y en a pour des membres de sa famille, pour des amis, où il raconte précisément son scénario macabre. Il dit « Isabelle a décidé de rompre. Pourtant, je l'aime plus que tout au monde. Et je ne tiens pas non plus à ce que les enfants en souffrent. Pardon à tous, c'est si brusque, je sais, mais à mon avis, c'est la solution. » Il y a des signes de faiblesse depuis le départ. Ils sont connus très jeunes, elle avait 17 ans, lui en avait 23. Le temps passant, il s'est complètement reposé sur ses lauriers, donc elle faisait absolument tout. J'organisais tout, je faisais tout à la maison, je m'occupais de tout, que ça soit des repas, que ça soit du linge, que ça soit des factures, des enfants, les emmener à leur sport. J'avais pris mes mercredis justement pour ça. Et lui, non, il rentrait, soit c'était l'ordinateur, soit c'était son tir à l'arc. Et c'est vrai qu'il rendait service aux gens, mais chez nous, rien ne bougeait, quoi. Pour les experts psychologues en charge du dossier, Alain était un homme dans le déni, incapable de voir les souffrances de ses proches. C'est quelqu'un qui fonctionnait, on pourrait presque dire de manière un peu dans le couple, à la fois comme conjoint, mais aussi comme père, de manière un peu égoïste quand même, de manière assez personnelle. Elle n'en peut plus de tout porter toute seule à bout de bras. Elle a l'impression non pas d'avoir 2 enfants, mais 3 enfants. Et depuis à peu près 1 an, elle parle de divorce, elle parle de séparation, notamment pour pouvoir créer un électrochoc. Malheureusement, lui ne réagit pas parce que pour lui, tout va bien. Isabelle craque et décide de reprendre sa vie en main. À l'approche de la quarantaine, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre à faire de ma vie, quoi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je pouvais demander le divorce et m'occuper moi-même de mes 2 enfants que d'être mariée. Alain, dans le déni, est convaincu depuis des années que son couple se porte bien. Alors, quand Isabelle annonce sa décision de partir, pour lui, il n'y a aucun doute. Elle m'a affublé d'une relation avec un autre homme, parce que j'ai changé des textos à l'époque avec un militaire qui travaille avec moi au régiment. Mais il n'y avait rien de concret, etc. Et il a cru que je partais pour un homme, mais c'était pas du tout le cas. Dans ma tête, mon chemin était déjà tracé, quoi. Alain vit cette séparation comme un échec social. Pour lui, il n'y a désormais plus aucune raison que la famille existe. Son schéma ne fonctionne plus. Pour lui, l'existence, c'était un grand cadre, un grand rectangle, dans lequel entraient les pièces, comme dans un puzzle. On rencontre une femme, on l'épouse, on a des enfants, on construit une maison, on s'aime, tout va bien, jusqu'au jour où un grain de sable vient enrayer cette mécanique bien huilée, et à partir de ce dysfonctionnement, la souffrance s'installe. Plus le dysfonctionnement perdure, plus la souffrance devient énorme, pour finir un jour par déborder. Alain, poussé à bout, va alors commettre l'innommable. Reste à savoir aux enquêteurs si le père de famille avait prémédité son geste. Comprendre ce qui s'est vraiment passé cette nuit du 3 octobre 2008. À Toul, rue Albert Denis, tout a basculé une nuit d'octobre 2008. Alain Végerlet a-t-il sombré en l'espace d'une seule soirée? Rien n'est moins sûr. Une semaine avant les faits, vers le 25 septembre, il y a eu une dispute
assez importante ce soir-là, assez forte, parce qu'Isabelle a redit son intention de divorcer. Et ce soir-là, lui, il le prend très mal et il lui fait déjà des menaces. Il lui dit « Fais attention, n'oublie pas que tu as des enfants et que j'ai des armes. » Sur le moment, elle a peur que Alain Végerlet atteinte à sa propre vie, qu'il se suicide. Donc ce soir-là, elle ira cacher les 2 armes dans la cave. Des menaces à peine voilées. Selon un psychiatre, depuis plusieurs jours, c'est la folie qui domine cet homme. Alain est comme possédé. Il est incapable de penser à autre chose qu'à cette rupture. Alain Végerlet rumine, gamberge comme on dit, et ça fait des jours, plusieurs jours, près d'une semaine, où le choc de l'annonce de la rupture que lui a indiqué son épouse résonne en lui. Malgré les tensions, le soir du 2 octobre 2008, Isabelle est très loin d'imaginer ce qu'Alain prépare. Alain Végerlet ne tient pas en place, n'a pas souhaité dîner, n'a pas mangé d'ailleurs depuis plusieurs jours. Et on a le sentiment que, tout simplement, il se tape un peu la tête contre les murs, d'une certaine manière. La funeste mécanique est lancée. Ce soir, Alain le sait, il supprimera Alexis et Rémi avant de se donner la mort. Les armes l'attendent à la cave. Alain Végerlet va descendre à la cave, quelques instants, va quitter le domicile conjugal vers 21h pour faire un tour en voiture. En réalité, il est parti simplement pour s'isoler et pleurer. Une fois de retour chez lui, Alain Végerlet passe de longues heures devant la télé à ruminer son plan. Isabelle, elle, dort dans la chambre, à l'étage. Elle est très loin d'imaginer qu'à 1h40 du matin, sa vie va basculer, à tout jamais. J'ai été réveillée par un coup de fusil. J'ai sauté du lit au premier coup de fusil, mais la porte était coincée. Alors qu'Isabelle dormait, Alain a pris soin de bloquer la porte avec un balai pour, dira-t-il, qu'elle n'assiste pas à la scène. Mais cette porte bloquée est aussi un moyen redoutable d'empêcher cette mère de famille de sauver ses enfants. Donc le temps que je défonce la porte, que je puisse sortir de ma chambre, le deuxième coup de fusil était parti. Là, je me suis rendu compte qu'il avait un fusil en main, il avait tiré sur mon petit deuxième. Je me suis jetée sur le fusil, mais rien n'y faisait en fait. Il m'a traîné, il m'a surtout dit que je le payerais toute ma vie. Et c'est la dernière parole qu'il m'a dite et c'est la seule qui me reste en tête en fait. Cette nuit du 3 octobre 2008, la vie d'Isabelle Arnoux s'est arrêtée en moins de 10 minutes. J'ai pas pu sauver les enfants, donc ça a été terrible pour moi parce que c'est un peu comme une lionne qui veut défendre ses lionceaux et c'est surtout ce que je me reproche, c'est de pas avoir pu défendre mes enfants quoi. Il aurait pu tirer sur moi, il aurait pu... Mais non, c'est pas du tout ça. En fait, c'était vraiment pour me faire du mal et que je le paye toute ma vie et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Cette mère a perdu sa raison de vivre. Comment se remettre d'un tel drame? Le procès rendra-t-il ses blessures supportables? Isabelle verra-t-elle le meurtrier de ses enfants condamné à la hauteur de son acte? Mars 2011, cour d'assises de Meurthe-et-Moselle.
3 ans après les faits, le procès s'ouvre enfin. Tout le monde attend les explications d'Alain Végerlé. Isabelle, elle, veut la justice pour ses enfants. Le premier procès est véritablement pour elle le moyen de représenter ses enfants. Elle vient l'indiquer quand elle s'exprime devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. Elle dit qu'elle ne tient que parce qu'elle veut venger ses enfants. Et pour elle, venger ses enfants, c'est faire le récit de ce qui s'est passé de manière très objective, très précise. Pour Isabelle, c'est une épreuve, car depuis la mort de ses enfants, beaucoup ont essayé d'excuser le geste fou d'Alain en accablant cette mère de famille. Pour eux, elle l'aurait poussé dans ses derniers retranchements. Les gens m'ont traîné dans la boue, dans le Toulois. Il fallait qu'ils trouvent une excuse à l'assassin. Pour moi, il n'y a aucune excuse, ce geste. Moi, je le pardonnerai jamais. Donc, je pense que toutes les mamans du monde réagiraient comme moi, quoi. Tout le monde attend la version d'Alain Végerlé. Cet homme qui, un soir d'octobre, apprenant que sa femme veut divorcer, a commis le pire des crimes. Tuer ses enfants. Alain Végerlé déroule sa version des faits de façon très très froide, quasi glaçante. Et on sent un ange passer, en tout cas, dans la salle d'assises. À l'issue du procès, le verdict tombe. Alain Végerlé est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il fait immédiatement appel de cette décision de justice et est jugé une seconde fois en juillet 2012. Lors de ce nouveau procès, la question de la préméditation est au cœur des débats. Les armes, les petits mots qui sont indiqués avec l'ordre des décès, tous ces éléments mis les uns au bout des autres vont faire que le président de la cour d'assises de la Moselle, en appel, va poser la question supplémentaire de la préméditation et que la réponse va être oui. Aux yeux des jurés, il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'Alain avait prémédité son geste. L'homme écope donc à nouveau d'une lourde peine, perpétuité, assortie de 20 ans de sûreté. Finalement, il aura pris perpétuité. Il a pris perpétuité, mais pendant toute sa détention, il aura la certitude que Isabelle continuera de souffrir comme il voulait la faire souffrir, même si c'est au prix de sa propre liberté. Alain Végerlé est aujourd'hui en prison. Isabelle, quant à elle, tente d'avancer. C'est grâce à sa famille et à l'écriture d'un livre racontant son histoire qu'elle se reconstruit, lentement. Moi, en fait, je vais pas au cimetière, je me rends pas au cimetière parce que mes enfants, ils sont là tous les jours. Et c'est eux qui m'aident à me lever le matin, à me maquiller, à me préparer, à me faire belle parce que eux, ils aimaient la vie, ils croquaient la vie 100%, à 100 à l'heure. Et je suis sûre que de là où ils sont fiers de leur mère, de ce qu'elle est devenue. Et c'est ce qui m'aide tous les jours à me lever, effectivement, le matin. Oui, c'est sur eux que je compte. Malgré leur absence, Alexis et Rémi restent sa raison de vivre. Dans l'histoire qui va suivre, vous allez voir comment plus de 300 gendarmes vont traquer, jour et nuit, un homme en cavale dans l'espoir de sauver une mère de famille. Je savais très bien que où on l'a retrouvée, elle était défigurée de partout et ça aurait été un zombie, ou elle reviendrait jamais, quoi. À quelques kilomètres de Metz, en Lorraine, se trouve le petit village de Jury. Loin du vacarme de la ville, les 1200 habitants qui y vivent mènent une vie paisible, à l'abri de tout. Jury, c'est un petit village à quelques kilomètres à
à l'est de Metz. C'est un village dortoir résidentiel, il n'y a jamais aucun problème, quoi. C'est un village qui ne fait pas parler de lui. Mais ce lundi matin du 2 juillet 2012, Gérard ne l'oubliera jamais. Alors qu'il regarde tranquillement la télévision, il voit Cathy, la compagne de Jackie, son voisin, passer dans la rue. Rien d'anormal, jusqu'à ce qu'elle rentre chez lui. Et je la vois, elle était juste là dans l'entrée. Et je dis, mais Cathy, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, puis elle a toute paniquée, elle avait du mal à parler, elle tremblait de partout, elle était toute humifiée, elle avait du sang partout, quoi. Cathy est en état de choc. Avec beaucoup de mal, elle explique qu'une bagarre a éclaté la veille chez elle. Elle parle de blessés, d'armes à feu. Gérard comprend tout de suite que la situation est grave. Si je prends le téléphone, comme elle m'a parlé d'armes à feu, et j'appelle la police, quoi. En attendant l'arrivée des secours, Gérard décide de se rendre chez son voisin. Il entre prudemment dans la maison, et lorsqu'il ouvre la porte, c'est une scène d'horreur qu'il découvre. Quand je suis rentré, c'est là que j'ai vu que Jacques était sous le canapé.